Gardanne, élection législative pour la succession de Bernard Tapie. Tout indique que le deuxième tour opposera le maire communiste au candidat du Front National. Jean-Paul II, convalescent, s'adresse pour la première fois aux fidèles depuis son opération. Il espère rentrer cette semaine au Vatican. La mort du dernier des 4 mousquetaires français du tennis, René Lacoste, s'est éteint à l'âge de 92 ans. Sylvie Vartan, de retour à l'Olympia, l'héroïne des années yéyé, reste toujours la plus belle pour aller chanter. Madame, Monsieur, bonsoir. La Belgique dans la tourmente politico-judiciaire. La Belgique troublée, émue et inquiète des rebondissements de l'affaire du réseau pédophile de Marc Dutroux. Aujourd'hui, à Bruxelles et dans plusieurs villes du pays, des rassemblements ont eu lieu pour apporter un soutien aux 2 magistrats chargés du dossier, et notamment le juge Conrod, qui pourrait se voir dessaisir de l'affaire pour partialité. D'une manière générale, disons que les Belges craignent que l'enquête, qui pourrait remonter très haut dans les milieux judiciaires et politiques, ne soit étouffée. Sur place, Valérie Hermite, Guillaume Vaudra. Surprenant. Une unité d'anciens combattants des chasseurs ardennais au secours du juge Conrod et du procureur Bourlet. Les chasseurs ardennais, l'unité d'élite de l'armée du royaume. Un soutien solennel et quelques mots très durs en forme d'avertissement. Nous, tous les chasseurs ardennais, le dossier ne reste pas ici. Je puis vous certifier que c'est grave en Belgique. Nous sommes à même de recommencer la guerre et de monter sur Bruxelles, de descendre sur Bruxelles. Un soutien suivi par la population de Neuchâteau qui refuse que le tandem Conrod-Bourlet qui instruit l'affaire Dutroux soit dessaisi du dossier. Tout est parti de ces photos, un dîner spaghetti où le procureur et le juge ont côtoyé certaines familles de victimes. Un signe de partialité pour l'avocat de Marc Dutroux qui a immédiatement déposé une requête en suspicion légitime. Mercredi dernier, le procureur général de la Cour de cassation, qui s'est dit bouleversé d'avoir à prononcer ces mots, a requis le dessaisissement du juge et du procureur du roi. Si on les dessaisit, on va allumer le feu dans le pays, madame. Je crois qu'on en a ras-le-bol. Le peuple a confiance en ces 2 personnes. Et si on leur enlève cette affaire, eh bien, c'est fini. Cette fois, c'est devant le palais de justice de Bruxelles que des milliers de Belges se sont rassemblés. Plus de 300 000 pétitions de soutien, des cris et même parfois des larmes d'une population solidaire et bouleversée. Il n'y a pas que le peuple qui a exprimé son soutien envers les magistrats de Neuchâteau. Le Premier ministre lui-même a demandé à la Cour de cassation de faire preuve de créativité pour éviter ce dessaisissement. J'ai cherché dans les textes, lui a répondu le procureur général, quelque chose pour éviter de demander le dessaisissement, mais je n'ai rien trouvé. 10 millions de Belges attendent maintenant avec fébrilité la décision de la Cour qui sera rendue demain. En France, dans le climat politique actuel plutôt électrique, une élection législative partielle très importante aujourd'hui à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit de remplacer M. Bernard Tapie. On n'a pas encore les résultats, mais déjà des indications importantes sur le résultat possible de ce premier tour, Roland Sicard. Oui, vous avez raison, on n'a pour le moment que des résultats partiels, que des tendances. Mais si ces tendances se confirment, on s'orienterait ce soir ici à Gardanne vers 2 très grosses surprises. La première surprise, c'est que Bernard Kouchner serait éliminé dès le premier tour, certains disent même balayé. Et puis la seconde grosse surprise, eh bien, c'est que le candidat du Front National, Damien Barrier, serait au coude à coude pour la première place avec le candidat du Parti communiste, Roger Meilly, et maire de Gardanne. Le candidat soutenu par l'UDF et le RPR, lui obtiendrait un score beaucoup plus bas, proche de celui de Bernard Kouchner, sans qu'on sache exactement qui sera 3e et qui sera 4e. En tout cas, eh bien, si ces résultats se confirment, le second tour devrait opposer le Parti communiste et le Front National. Et si Bernard Kouchner a d'ores et déjà fait savoir qu'il appelait à voter pour le candidat communiste, Hervé Fabre-Aubrespy, lui, n'a encore rien dit. Il semble, on peut penser en tout cas, qu'il devrait laisser à ses électeurs le libre choix, la liberté de vote, pour un second tour qui, en tous les cas, s'annonce d'ores et déjà comme un test national. Merci Roland. Vous nous rappelez pendant le journal si vous avez d'autres indications ou encore, plus simplement, les résultats définitifs. Jean-Paul II, opéré mardi dernier de l'appendicite, entre en convalescence. Il est apparu aujourd'hui pour la première fois à la fenêtre de la clinique romaine dont il pourrait sortir dès cette semaine. Sur place, notre correspondant Alain Chalon. Midi, les cloches de Saint-Pierre se mettent à sonner l'Angélus. Les fenêtres de la chambre du pape à l'hôpital Gemelli restent fermées lorsque s'élève dans la cour de l'établissement une voix bien connue. Mais de visage, toujours pas. Déception et inquiétude parmi les fidèles venus pour la plupart de Pologne. Enfin,
Après quelques minutes, les persiennes s'ouvrent. Et Jean-Paul II apparaît en chair et en os, souriant, à la fenêtre de ce qu'il appelle le Vatican numéro 3, après Saint-Pierre et Castel Gandolfo. Joie de la foule, transfigurée pendant une dizaine de minutes par cette résurrection. Transfigurée, mais partagée. Il est encore un peu mal, et oui. Je pense qu'il est encore un peu fragile parce qu'il est encore à l'hôpital quelques jours après son opération, mais je trouve quand même des forces en lui. Nous prions tous pour lui, tellement, tous les Polonais. Pas d'hésitation ni de doute en revanche pour le docteur Manni, l'anesthésiste qui a suivi le pape avant, pendant et après l'opération. Maintenant que nous avons enlevé la cause du mal, je pense que le pape devrait pouvoir retrouver une situation normale. En faisant un peu attention, bien sûr, car même pour les saints-pères, les années passent, comme pour tout le monde. On verra bien en tout cas dimanche prochain, car le pape a déjà donné rendez-vous aux fidèles. Mais place Saint-Pierre, cette fois-ci. Le mondial de l'automobile va fermer ses portes ce soir à Paris après avoir connu un très gros succès populaire. On pourrait battre les records d'entrée d'1 200 000 personnes en 10 jours. Dans l'ensemble, les constructeurs sont également satisfaits. Luc Bazizin, Jacques Gérard. Le but du jeu pour les visiteurs, apercevoir les voitures. Et ce n'est pas facile. Plus d'1 million d'amoureux de l'automobile auront donc circulé dans ces allées pendant les 10 jours du salon. Une vitrine mondiale avec plus de 900 marques venues de 34 pays. Les gens sont venus rêver et ensuite ils ont participé à une véritable fête. Les gens sont venus en famille, ils sont venus rêver évidemment devant certains modèles qu'ils n'achèteront pas, mais aussi devant des modèles qui, nous l'espérons, ils vont acheter très prochainement. Les achats ne reflètent pas vraiment ici la réalité du marché. En fait, les visiteurs se laissent séduire par des véhicules moins classiques comme les coupés ou les cabriolets et surtout par les nouveautés mondiales, une quarantaine sur ce salon. Porsche, par exemple, a vendu 40 exemplaires de son nouveau modèle, la Boxster, et a doublé ses contacts avec plus de 5000 adresses de clients potentiels. Pour nous, ça représente un mois de vente, à peu près. Et aujourd'hui, ça représente des délais de livraison pour le Boxster du mois d'avril. Mais ces objets de rêve font également quelques envieux dans le domaine des accessoires. Cette Golf de Volkswagen, par exemple, fait partie des vedettes les plus pillées. Le pommeau du levier de vitesse et l'allume-cigare, par exemple, ont dû être remplacés presque tous les jours. Chez Mercedes, pas de promotion, mais beaucoup d'amateurs sur le stand. Nous avons relancé chez tous nos concessionnaires environ 400 commandes fermes à venir dans les semaines qui viennent. Et puis, nous sommes les spécialistes de l'accessoire, puisque plus d'une centaine de ces seuils de porte posés sur les voitures ont disparu et sont partis avec quelques clients heureux. Une pièce qui mesure pourtant 1 mètre de long. Une goutte d'eau perdue au milieu des visiteurs qui auront surtout emporté dans leur tête de nombreuses images susceptibles de se transformer en achats. Un des grands patrons politiques du département du Var va se retrouver demain sur le banc des accusés du tribunal correctionnel de Toulon. Maurice Arex, 78 ans, ancien sénateur PR, ancien maire de Toulon, ancien président du Conseil général. On lui reproche d'avoir perçu pour son compte ou pour son parti une commission de 2 millions de francs à l'occasion de la construction d'une école d'ingénieurs. Mais au-delà de l'affaire proprement dite, c'est tout le milieu politique varois et ses habitudes qui sont mises en cause. Alban Mikosi, reportage. Le palais de justice de Toulon en passe de devenir le monument le plus connu de la ville, le plus médiatique. Dès demain, la vedette sera Maurice Arex, ancien président du Conseil général, filmé à sa sortie de prison au mois de mai 1995. Au programme, l'affaire dite de la Maison des Technologies, cette école d'ingénieurs. 2 millions de francs auraient transité entre la société Campenon-Bernard, représentée par Jean Germain, son gérant, et Guy Liotto, un proche collaborateur de Maurice Arex. La destination exacte de ces 2 millions de francs de pot de vin reste à définir. Le Parti républicain a reconnu avoir reçu 440 000 francs et le journal Perspective Varoise 50 000 francs. Reste donc 1,5 million. Le pot de vin, appelons-le comme cela, a été versé. Il a été versé à hauteur de 440 000 francs par chèque au Parti républicain et à hauteur de 1 500 000 francs par des fausses factures auprès de M. Laforgue et ressorties en espèces. Il n'y a aucun crédit en espèces sur les comptes Arex en Suisse.
Problème, si les comptes de Maurice Arex en Suisse n'ont aucun lien avec l'affaire de la Maison des Technologies, alors comment était-il alimenté? Et puis, il sera sans doute question des rapports de Maurice Arex et Jean-Louis Fargette, célèbre caïd toulonnais qui vivait alors à San Remo. Au départ, je ne le connaissais pas, qu'ensuite, pour des raisons que j'ai expliquées, j'avais fait sa connaissance d'une façon tout à fait fortuite, et que c'est le seul homme de ce qu'on appelle le milieu que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et pendant 10 ans, je ne l'ai plus vu, sauf une fois, en Grèce, un soir. Jean-François Barrault, ancien conseiller général, devra dire s'il a effectivement joué les porteurs de valises entre Toulon et le caïd, assassiné en 1993. Ce procès en correctionnel était très attendu. Il pourrait être révélateur de l'étendue exacte du système politico-affairiste dans le Var. L'actualité internationale, les jeunes intégristes musulmans ne sont plus aussi sûrs de leur victoire en Afghanistan. Une semaine après avoir conquis Kaboul, ils sont menacés par une coalition qui se rapproche. Des combats ont lieu en ce moment même à moins d'une vingtaine de kilomètres de la capitale. Ces jeunes intégristes que l'on appelle les talibans s'efforcent de faire régner l'ordre islamiste le plus pur et dur. Reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Lyric, Jean-François Hoffmann. Nous sommes les sauveurs de l'Afghanistan, nous apportons la paix, nous sommes de vrais musulmans. La litanie des talibans diffusée chaque jour dans les rues de Kaboul. Les milices religieuses vont souvent chercher les récalcitrants chez eux, parfois en employant la force. Beaucoup parmi eux ne priaient pas régulièrement avant l'arrivée des talibans à Kaboul. Désormais, ils doivent se rendre 5 fois par jour à la mosquée. La première prière est à 5 h du matin. Est-ce qu'il existe des registres établis par les talibans pour surveiller ceux qui vont prier? Non, c'est pas vrai. Mais tout le monde est obligé d'aller prier, même les commerçants et les employés de bureau, qui doivent quitter leur travail pour prier 5 fois par jour. Aux abords de la mosquée, les talibans sont agressifs. Allez, partez, ça suffit. Allez, circulez, restez pas là. Ils ne souhaitent pas nous voir interviewer la population et tentent de casser la caméra. Pour l'heure, les talibans s'appliquent à renforcer la loi islamique dans tous les aspects de la vie quotidienne. Ils rappellent sans cesse les châtiments prévus par la charia. La seule réponse à l'adultère ou à la consommation d'alcool, c'est, disent-ils, la peine de mort. Un véritable climat de terreur. Et comme si le cauchemar ne devait jamais finir, à moins de 20 km de Kaboul, ce sont des pluies d'obus qui s'abattent sur les villageois. À l'hôpital KRTC de Kaboul, les blessés arrivent par dizaines de la ligne de front. L'un a reçu des éclats d'obus, l'autre une balle de Kalachnikov. Ils sont talibans. Lui a perdu sa jambe en sautant ce matin sur une mine. Les médecins débordés n'ont pas encore eu le temps de l'opérer. Dans cette salle, il n'y a plus ni talibans ni religieux, seulement des blessés de guerre. Nous sommes ici dans le quartier sud de Kaboul, le plus détruit par des années de guerre entre moudjahidines. Aujourd'hui, les combats se sont rapprochés au nord et à l'est de la ville. Une partie de la population craint de nouveaux bombardements, l'autre espère le retour à Kaboul du commandant Massoud. En Israël, face à l'intransigeance du Premier ministre Benjamin Netanyahou, il se développe une sorte de diplomatie parallèle. Après le chef de l'État, Ezer Weizmann, c'est le leader de l'opposition travailliste, Shimon Peres, qui a rencontré aujourd'hui à Naplouse Yasser Arafat pour évoquer le processus de paix. Shimon Peres, qui est également invité en Égypte la semaine prochaine. Par ailleurs, le bouclage des territoires palestiniens est allégé. Des travailleurs peuvent à nouveau se rendre en Israël pour y travailler. Quant aux négociations israélo-palestiniennes, elles sont reportées à mardi prochain. Le feu sous la glace. Il y a 10 jours maintenant qu'un volcan est entré en éruption sous un glacier islandais à 200 km à l'est de la capitale, Reykjavik. Valérie Fournier. Neige et cendres mêlées, le glacier plisse, rond, sous la chaleur du volcan. Le feu s'affronte à l'eau, la lave au glacier. Fumée, vapeur d'eau et cendres forment un nuage de plus de 12 km de haut. Une colonne qui s'échappe du chaudron, ce cratère d'où émerge la lave, nichée sous la glace. Le magma a fait fondre le glacier sur 500 mètres de profondeur, formant un lac de plus de 3 km de long. Depuis 10 jours, cette eau qui s'amasse inquiète les scientifiques et les habitants des 2 petits villages voisins de 50 km. Mais depuis hier, les données scientifiques sont rassurantes. Le niveau de l'eau aurait même baissé.
Dans les prochaines heures, nous aurons de nouvelles informations sur le cap que cette eau a pris et comment elle va émerger dans les prochains jours. Cette eau, qui menace d'inonder les deux villages, s'évaderait du lac en empruntant des couloirs souterrains, des tunnels déjà existants dans le Vatnajökull, ce plus grand glacier d'Europe qui révèle aujourd'hui une autre facette de sa terrible beauté. Noir de cendre, sa robe de glace se fissure et s'effrite. Un spectacle rare et magnifique des effusions d'un volcan sous la glace. La science en fête dans toute la France. Les 2 journées s'achèvent ce soir. Aujourd'hui, l'entrée de la Cité des Sciences à La Villette était gratuite. Jean-Claude Alanic, Jean-Louis Quérec, reportage. Comme hier, le soleil était de la fête, mais cette fois-ci sans la lune. Et comme hier, les passionnés de la science étaient au rendez-vous des opérations portes ouvertes, une manière de faire gratuitement une révision des connaissances. Les enfants, vous savez qu'aujourd'hui c'est la science en fête. Ouais. Est-ce que vous êtes allés à la Cité des enfants? Oui. 50 000 visiteurs par exemple en 2 jours à la Cité des Sciences de la Villette à Paris. Une véritable fourmilière. Justement, ça tombait bien, la vie des fourmis était au programme des leçons de choses. Les panneaux, ils ont écrit cherche la reine, cherche les œufs. T'as vu la reine? Elle est grosse. T'aimes bien la science? Oui. C'est très intéressant parce que ça permet à des gens assez ignares comme moi de voir des choses, des réalisations extraordinaires. Pas particulièrement ignare, ce jeune garçon, à 18 ans, Yann est déjà en maths P après avoir été lauréat du concours général. Pour lui, rien de plus beau que les mathématiques en fait. En mathématiques, l'esthétique est un facteur extrêmement important puisqu'on voit fréquemment des mathématiciens parler de la beauté d'un théorème ou de la beauté d'un résultat. La science, c'est beau car c'est aussi le plaisir des sens, à travers les sons ou à travers la vue et ses effets d'optique déformants. Mais du côté du nez, ce n'est pas toujours le pied quand il s'agit de renifler les senteurs industrielles, autrement dit les mauvaises odeurs. Quant aux papillons, ils sont là pour illustrer la théorie du chaos qui veut qu'un battement d'aile en Chine provoque un cyclone aux Bermudes, ce qu'il faudra encore démontrer. C'était au début du mois de septembre à Moret-sur-Loing, en Seine-et-Marne. Le maire instaurait une forme de couvre-feu, ou plutôt d'interdiction de rassemblement sur 3 places de la commune pour les mineurs à la suite de nombreux incidents et de tapages nocturnes. 1 mois plus tard, l'arrêté municipal est toujours appliqué et les jeunes de Moret-sur-Loing ont dû s'y adapter. Nous sommes donc allés voir sur place comment ils vivaient ces interdictions et comment ils se distrayaient dorénavant le samedi soir. Valérie Astruc, Patrick Desmully. La mobilette, engin indispensable pour les jeunes de Moret-sur-Loing. Car le samedi soir, la petite ville de 4000 habitants propose peu de distractions. Pas de métro ni de train au-delà de 11 h du soir, quelques cafés comme seul point de rendez-vous. Charlotte et ses 2 copines habitent Moret depuis leur naissance. Il est 9 h du soir, toutes 3 s'apprêtent à sortir, comme chaque samedi. Allez, je te la prête ce soir? Ouais. Je te prête celui-là, Cindy? Bah passe-moi ton pull, hein. Tu dois bien me le passer. Ce soir, les 3 copines se contenteront d'une promenade dans le village. Elles n'ont que 15 ans, pas de voiture pour se rendre au cinéma à 10 km de là. Parce qu'elle a son scooter, donc c'est facile de se déplacer, mais moi j'en ai pas et c'est mes parents qui doivent faire le trajet et c'est vrai que c'est embêtant quoi. C'est donc au café qu'elles iront passer la soirée, seul lieu de distraction possible. Dehors, les rues sont vides, car depuis 1 mois, les jeunes n'ont plus le droit de se rassembler sur les places après 10 h. Si on sort le soir, bon, bah, on va pas rester dans Moret, dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la rue, on zone. Il y a le couvre-feu aussi. Bon, ouais, puis il y a le couvre-feu, il y a le pseudo-couvre-feu. Ce sont juste des groupes qui sont interdits. Vous pouvez rester à 3, on vous dira rien. Et encore, je crois que c'est spécialement pour les jeunes, ceux qui sont mineurs. Certains ont donc trouvé la solution, convaincre les parents de prêter la maison. Ces jeunes ont environ 20 ans, plus facile à leur âge d'organiser une soirée. Voilà, en fait mon anniversaire c'est un peu le prétexte pour avoir la maison là et on se regroupe ici comme on fait tous les samedis soirs, on se regroupe soit ici soit ailleurs, tous en groupe. L'interdiction de traîner dans les rues à partir de 10 h, ça ne nous concerne pas vraiment quoi.
Eux ont la chance d'avoir des parents compréhensifs. Mais pour la majorité des jeunes du village, la soirée se termine dans la seule discothèque des environs. 30 francs l'entrée, une consommation comprise, à Moret-sur-Loing, on ne pratique pas les tarifs de la capitale. Le sport et la Formule 1, il n'est plus simplement le fils de Graham. Damon Hill a, comme son père, conquis le titre de champion du monde de la plus belle façon qui soit, c'est-à-dire en remportant le dernier Grand Prix de la saison au Japon. Laurent-Frédéric Bollet. Chez les Hill, on a toujours eu le sens de la famille. Damon, dans les bras de sa femme, Georgie, la vie n'a pas toujours été facile pour eux, mais cette fois, c'est le bonheur. Damon est champion du monde, 28 ans après son père Graham. Le dénouement du championnat a eu lieu au 37e tour du Grand Prix du Japon. Jacques Villeneuve devait gagner, il ne gagnera pas. Pire, alors 4e seulement, il voit sa roue arrière droite le dépasser. Incroyable, le pneu qui s'en va même jusque dans le public. Sortie de piste inévitable pour le Canadien et abandon. Un incident rare mais pas inédit, surtout chez Williams d'ailleurs. Villeneuve, 2e au championnat, a de toute façon tout l'avenir devant lui. Damon Hill avec panache a donc remporté sa 8e victoire de la saison. C'est son premier titre mondial. Voici pourtant un pilote certainement sous-estimé. Il a même été remercié par Frank Williams il y a quelques semaines. Damon Hill, c'est l'itinéraire d'un enfant pas toujours gâté. Un père dont il reprend les couleurs du casque, un père qui avait fière allure, mais qui se tue en avion et qui laisse une famille ruinée. Damon avait alors 15 ans, il allait devoir être patient. Damon Hill ou le gentleman des circuits. Ça n'est plus un jeune loup car il a 36 ans. C'est au contraire un mari tranquille et un père de famille, 3 enfants dont le premier était là handicapé. C'est surtout un sportif accompli qui a toujours su que 96 serait son année. C'est enfin un type simple et honnête, formé au bon vieux temps du rock'n'roll. Cette saison, et quoi qu'il puisse se passer par la suite, je sens que j'ai réalisé quelque chose de valable, dont je pourrais toujours être fier. Modeste Damon, car il a dû batailler ferme avant de décrocher ce titre. Il avait déjà échoué par 2 fois contre son ennemi Michael Schumacher. À l'époque, les fines bouches mettaient en cause ses qualités de battant. Cette année, on a pu craindre aussi que Jacques Villeneuve ne le mate à son tour. Il n'en a rien été. Il a su attendre son heure. Damon a vaincu ses démons. Autre championnat du monde, cycliste, celui-là, victoire cet après-midi à Lugano en Suisse du Belge Museeuw. Devant le Suisse Mauro Gianetti, victoire dans les derniers mètres, pratiquement au sprint donc pour le Belge. Le premier Français, Richard Virenque, finira 5e de l'épreuve. Voilà, victoire du Belge donc, qui devient champion du monde. Museeuw. Le dernier des 4 mousquetaires du tennis français d'avant-guerre, René Lacoste, vient de rejoindre ses 3 compagnons, Brugnon, Borotra, Cochet. René Lacoste était âgé de 92 ans, surnommé par les Américains le crocodile. Il avait créé la chemise qui portait son nom. Christelle Bertrand. René Lacoste était le dernier témoin de la fantastique épopée des mousquetaires. Lacoste, Borotra, Brugnon, Cochet ont inscrit leur nom dans la légende du tennis en 1927. Pour la première fois de son histoire, la France gagne la Coupe Davis contre les États-Unis. Sur le court, Lacoste est infatigable, les Américains le surnomment le crocodile. En 1991, 59 ans après lui, les mousquetaires Nouvelle Vague reconquièrent la Coupe Davis. C'est le 3e plus beau jour de sa vie. Le premier, vous permettez, c'est celui où j'ai épousé ma femme. Le 2e, c'est celui où nous avons gagné la Coupe Davis en 27. Et le 3e, c'est celui-là. Sa santé est fragile, il arrête le tennis à 25 ans. Lacoste se lance alors dans les affaires, une ligne de vêtements avec le crocodile sur le cœur. Il inventera aussi la machine lance-balles. René Lacoste s'est éteint hier chez lui, à Saint-Jean-de-Luz. Il avait 92 ans. Tour de France des vendanges, suite aujourd'hui un vin d'altitude, le blanc de Savoie, en compagnie d'un jeune couple de viticulteurs qui vient justement de s'installer dans la région. Didier Guyot, Thierry Meunier, reportage. Des vignes plantées au pied du granier. Nous sommes à 700 mètres d'altitude, non loin de Chambéry. C'est ici que s'étendent les vins de Savoie. Depuis seulement 5 ans, Chantal et Guy Tournou dirigent une exploitation de 5 hectares. Lui était électricien, elle travaillait dans un laboratoire médical. Ils ont tout abandonné pour s'occuper de raisins et de vin. Et depuis vendredi, avec des amis et des saisonniers, ils vendangent de l'abîme et de la promo. On avait tous les 2 un métier, on a arrêté parce qu'on aimait ça. On aime travailler dehors, on aime faire notre travail, faire le vin. Hier, on a fait une première pressée.
Il l'a goûté, il commence à sentir s'il a des bons arômes. Toutes les années, c'est un nouveau bébé. On l'a bichonné toute l'année pour en arriver là. Voilà. Si Chantal supervise les vignes, Guy, en compagnie des anciens, s'occupe du pressage et de la vinification. Rien n'est laissé au hasard pour donner naissance à ce vin blanc sec au goût de pierre à fusil. Chez nous à Toulouse, on le boit même avec du foie de canard, foie d'oie. Ah, voilà. Enfin, on peut le boire aussi avec des coquillages. Oui, ça va avec les produits de Savoie, ça va divinement bien avec les produits de Savoie. Et la tartiflette, le robe de champ, tous les fromages de Savoie, le Beaufort, ça va divinement bien. Les 35 000 litres de vin de l'exploitation sont vendus chaque année à des particuliers et surtout aux restaurateurs des stations de ski. Pour vivre pleinement leur passion, Chantal et Guy ont acheté du matériel, investi quelques 800 000 francs et ils le regrettent nullement. On est libre, on fait notre travail, on le fait comme on veut. On n'a pas de contraintes, électriciens, tout ça, c'est des... Ben, moi, je me sens bien, quoi. C'est magnifique d'être comme ça dans la nature. C'est dans les cuves que désormais la récolte 96 repose. Il faudra en effet attendre février pour pouvoir l'apprécier. Il y a 190 ans, très exactement, en octobre 1806, la grande armée de Napoléon Ier remportait sur le territoire allemand la bataille d'Iéna. Et chaque année, à pareille époque, des passionnés d'histoire revivent cette bataille. Hier, ils étaient plus de 900 sur le terrain. Sur place, notre correspondant, Jérôme Catala. Nous sommes le 14 octobre 1806 au matin. La grande armée commence à prendre position sur les hauteurs de la colline. En face, Saxons et Prussiens font de même. La reconstitution de la bataille d'Iéna peut débuter. Les officiers de Napoléon vérifient leur plan une dernière fois. Même si la communication peut être difficile entre les figurants français, tchèques, anglais ou allemands. Préparation d'artillerie, puis marche des troupes françaises vers leurs ennemis saxons et prussiens. Le scénario d'il y a 190 ans est respecté. Seule différence avec la réalité, en 1806, 35 000 soldats avaient été tués ou blessés. Aujourd'hui, si certains tombent au combat, c'est pour rire. Et puis après une dernière attaque des troupes françaises, c'est la victoire de la grande armée. C'est le temps du repos aussi pour tous ces soldats d'un jour, 900 participants bénévoles à cette reconstitution historique, comme ces Français venus de Boulogne-sur-Mer. Ici, ce qui nous intéresse en Allemagne, c'est donc déjà le site par lui-même qui est quand même assez protégé. En plus, il y a l'espace pour pouvoir faire des batailles dans de bonnes conditions et une sécurité maximum. Et aussi, bon, l'histoire de la bataille de Iéna qui nous a intéressés puisqu'elle a été importante pour nous. Une bataille importante pour les Français, mais aussi pour les Allemands, organisateurs de cette journée. Napoléon était un empereur génial, c'est incontestable. Mais il ne faut pas oublier qu'il a provoqué la mort de beaucoup de gens. Bref, Napoléon n'est pas vraiment considéré ici à Iéna comme un ennemi, mais plutôt comme celui qui a importé en Allemagne les idées de la Révolution. Armée ! Feu ! D'autres costumes maintenant avec la mode prêt-à-porter printemps-été 97. Cette année, les modèles présentés par les différents couturiers vont, disons, du modèle luxueux très simple à la plus extrême extravagance. Marie-Josée Le Picard, Didier Rancoeur. Dans la mode, l'Américain le plus connu de Paris, c'est Ralph Lauren, pour des vêtements simplissimes et luxueux. While tearing up a game of golf, I may make a play for the caddy. Sa collection, Griffé Ralph, tout simplement, Ralph pour les amis, évoque des vacances de yachting ou de safari, une atmosphère élégante pour des femmes qui ne se laissent pas terroriser par la mode. Mais l'accent de la saison, c'est souvent l'accessoire, et singulièrement la chaussure, les tongs de cuir fauve de Sartor comme une belle carrosserie, les sandales de faux écailles de Panara, les vitraux de Charles Jourdan pour Lagerfeld, l'imprimé poisson chinois sur les bottes, la mule monobloc qui fait scratch de souliers A, et les chaussons brodés d'Evelyn Paul pour papillon du parquet. Enfin, prêt-à-porter de luxe, le prêt-à-porter des grands couturiers, des fils, créé par des stylistes consciencieux ou dérisoires,
qui ont remplacé les créateurs morts ou retirés sur leur terre. Frédéric Molenac pour Gray, Ochima Versolato pour Lanvin, John Galliano, cette saison encore pour Givenchy. Sylvie Vartan, bientôt à l'Olympia. Elle rôde actuellement son spectacle en province. Elle était hier soir à Roubaix. Sylvie, l'héroïne des années yéyé, reste toujours pour nous la plus belle pour aller chanter. Anne Mourgue, Dominique Mas. Zap. Yes. Son retour sur scène, Sylvie Vartan l'a préparé avec soin, spécialement l'Olympia où elle sera mardi. Souvenir, souvenir. C'est une salle qui est mythique puisque tous les gens qui sont passés ont laissé un peu de leur cœur et de leur âme. Un petit peu beaucoup, je voudrais me pendre à ton cou. Te pendre à mon cou? Sans te fatiguer, tu pourrais me rendre tout plein de plaisir. La première fois que je suis montée sur scène, c'était à l'Olympia et puis je ne l'oublierai jamais, avec Bruno derrière le rideau qui m'encourageait. J'avais 16 ans et c'était merveilleux. La petite fille blonde a grandi, elle jette sur son passé un regard tendre et nostalgique. Son public a toujours 20 ans. C'est ma mère qui écoute souvent ces chansons et bon bah j'ai grandi et voilà, j'ai mon petit garçon peut-être qui aimera bien aussi. Où le temps s'est arrêté. Elle a traversé les années et les modes, s'est débarrassée de toutes les étiquettes pour apparaître aujourd'hui comme intemporelle. J'ai le sens du temps qui passe, bien évidemment, et puis quand on a des enfants, on s'en rend encore plus compte, mais en fait, moi, je ne me sens pas avoir changé parce que je fais toujours les choses qui me plaisent en choisissant avec mon cœur et pas avec ma tête. Dans son spectacle, elle réserve quelques surprises, mais chut, c'est un secret. Retour à Gardanne où se livre actuellement un combat pour la succession de Bernard Tapie. Donc il y avait une élection législative partielle aujourd'hui. On a désormais des résultats un peu plus complets, Roland Sicard. Oui, des résultats un petit peu plus complets, mais qui ne sont pas encore définitifs et qui confirment ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'il y a donc deux qualifiés pour le deuxième tour. Ce sont le candidat communiste, Roger Meilly, maire de Gardanne, qui semble maintenant, Roger Meilly, arriver en tête devant le candidat du Front National, Damien Barrier, qui serait donc deuxième. Donc, confirmation aussi du fait que Bernard Kouchner, qui tentait ici un parachutage, et bien que ce parachutage a échoué, Bernard Kouchner est éliminé dès le premier tour, et Bernard Kouchner appelle ce soir à voter au second tour pour le candidat communiste Roger Meilly. Merci Roland Sicard pour ces précisions. Voilà, ce journal est terminé. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h50 la série Urgence, 23h30 l'édition de la nuit, présentée par Florence Dochet. Demain à 13h, vous retrouverez Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.